Hello. Super, ça fonctionne. Comment vas-tu? On y est. Hop. Voilà, super. Ça va et toi? Je te vois bien, tu es bien en face. On ne voit pas le plafond. C'est impeccable. Perfect. Attends, t'as vu, je progresse. Hein? Ah, mais franchement, tu progresses très vite. C'était marrant cette vidéo. Alors, j'adore les moments où tu es en mouvement, puis d'un seul coup, on te voit arriver dans la vidéo comme ça. La dernière fois, c'était avec le chien. Ah ouais. Je kiffe. Ouais, c'est avec le chien. C'est rigolo, mais j'ai besoin d'un caméraman dans ces cas-là. Donc, Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais non, c'était rigolo. En plus, on dirait qu'il me montre vraiment la feuille. Donc, du coup, c'est très marrant. Alors que pas du tout. Hein. Je tiens à signaler absolument pas. Bon, c'est top. Ouais, ça fait un petit peu plus d'un an. J'ai réécouté aussi hier ce qu'on avait. Ouais. On avait fait, ouais. Du coup, je me suis reposé quelques questions, des choses par rapport à ce qui avait pu changer. Mais est-ce que toi, tu as envie de poser des choses? Dans quel ordre tu veux faire? Bon, non, moi, j'ai pas tellement d'ordre. Hein. Au contraire, moi, j'aime bien dans les podcasts me laisser porter par les autres parce que je mentalise tellement d'habitude que du coup, ça me permet de démentaliser un peu. Ouais, bah, c'est super. C'est très, très bien. On va discuter de ça. Et alors, je propose en fait de poster ça comme c'est-à-dire sans rien modifier, tu vois. Et s'il y a besoin, voilà. Moi, j'adore faire ça. Bon, bah, très bien. Bah, c'est sympa. Alors, c'est vrai que c'est sympa. Est-ce que tu peux nous redire qui tu es, Agathe? Parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Ah bon, mais c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, moi, je suis Agathe, j'ai 26 ans. J'aime énormément de choses dans la vie. J'aime la musique, j'aime faire du sport, j'aime prendre soin de mon corps, j'aime mon chien, mon amoureux. J'aime beaucoup de choses. Et il se trouve, bon, on ne va pas le cacher comme dans la dernière vidéo, soyons fous, il se trouve que je suis aveugle de naissance suite à une maladie génétique qui s'appelle l'amorose congénitale de Leber. Voilà. Et je ne sais pas si je parle de mon métier tout de suite. Bon, ouais, allez, soyons fous. En fait, j'ai un parcours personnel et professionnel qui fait que je suis devenue accompagnante parentale pour les parents d'enfants déficients visuels. Voilà. Donc, je les accompagne à ouvrir les yeux sur ce handicap extraordinaire afin de permettre à leurs enfants de devenir un adulte autonome et épanoui. Voilà un petit peu qui je suis dans les grandes lignes. Ce dont je me souviens je me souvenais et que j'ai revalidé en réécoutant le podcast hier, c'est que tu parles d'un handicap extraordinaire et que tu vis vraiment une vie extraordinaire dans le sens très positif. Il y a des choses qui sont extraordinaires parce qu'elles sortent de l'ordinaire mais qui ne sont pas forcément cool. Or, toi, on a réellement l'impression que ce handicap, alors non seulement tu le prends comme il est, mais tu n'as pas le choix, j'ai envie de dire, mais que il t'amène à vivre des expériences que tu es très heureuse de vivre et tu n'échangerais pas ta place, en fait. Non, je n'échangerais pas ma place. Non, c'est vrai. C'est vrai, si j'y voyais, je pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'avoir quand même une sensibilité à moi-même, à l'autre. Ça me permet de voir les choses à travers d'un autre prisme que les yeux, que je trouve intéressant parce que des fois, quand je vois, elle est ado, mais quand je vois des personnes adolescents qui sont là, ah ouais, non, mais lui, je l'aime pas, il est trop blond, ah ouais, non, mais je l'aime pas, il est machin. Tu vois, je me dis, mais j'ai de la chance, en fait, j'ai jamais eu affaire à ce genre de jugement-là, en fait, parce que moi, je vois la personne pour ce qu'elle est. Et des fois, c'est troublant parce que je vois la personne pour ce qu'elle est et du coup, je me dis, waouh, en fait, j'ai pas du tout envie de la voir, cette personne. Mais en même temps, c'est le jeu. Enfin, voilà, c'est le jeu et je trouve ça vachement plus intéressant de ne pas avoir envie de voir une personne parce que tu vois qu'au niveau de son âme ou de son être, il y a quelque chose qui cloche plutôt qu'au niveau de son physique. Et du coup, je suis contente. Et puis, au-delà de ça, voilà, ça m'a permis de vivre une vie. Enfin, je vous laisse aller écouter le premier podcast où on parle un petit peu de ce que j'ai pu vivre de mon parcours scolaire, etc. Et c'est vrai que j'aurais jamais vécu ce parcours si j'y voyais, en fait. J'aurais eu un parcours en musicaux tout à fait lambda. Et quand je vois tout ce qui se passe avec les personnes qui
qui sort de musicologie aujourd'hui. J'ai un ami qui a repris ses études maintenant, cette année-là, en année spéciale en informatique. J'ai une copine qui a eu un bébé et qui, du coup, reprend un BTS pour faire RH. Je me dis, mais en fait, je me suis orientée bien avant eux. Et finalement, j'ai commencé à travailler pas à travailler, mais à faire un travail qui me plaît presque avant eux, finalement, parce que ben, du coup, j'ai pu être réorientée. Et en plus, un travail qui me plaît. Et j'ai pu reprendre des études avant, des études qui me plaisent et faire un travail que je trouve incroyable, quoi. Donc, je me dis, ouais, en fait, tu as de la chance d'avoir vécu ça. Ouais. Ben oui, toi, c'est le petit caillou dans la chaussure qui fait que tu as appris à marcher différemment. Alors que souvent, on est dans une trajectoire, on maintient cette trajectoire en pensant que c'est notre trajectoire de vie, quoi, tu vois. Ben, C'est ça. J'ai eu ce parcours-là, puisque tu sais que j'étais violoncelliste. Je peux dire que je suis toujours violoncelliste, mais c'était mon parcours. Ma mère avait acheté un violoncelle, j'adorais la musique, donc je voulais être violoncelliste, donc j'ai travaillé 10 heures par jour, donc j'ai tenté le conservatoire, donc je n'ai pas arrêté, j'ai fait des tournées, etc. Et puis à un moment donné, en fait, c'est super, mais ça ne suffit pas. Et donc, tu as l'opportunité de changer. Ou pas, parce que comme tu disais, tu vois des collègues qui arrivent à un moment donné, ils changent par la force des choses en fait, et très tardivement, et pas forcément de manière harmonieuse, on peut dire. Des fois, c'est plus problématique que ça devrait l'être en fait. On devrait avoir c'est ça. C'est ça, ça devient problématique et parce qu'on est dans une société où un musicien, c'est un troubadour en fait. Et si tu n'es pas prof de musique, aujourd'hui, pour gagner ta vie, tu peux, mais c'est quand même assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué. Puis, prof de musique, là, dernièrement, avec ce qui s'est passé, lors de la pandémie, il y a eu quand même un gros élagage, on va dire aussi à ce niveau-là. C'est compliqué. Alors, c'est super parce que du coup, tu parles, dans la première partie de ce que tu as évoqué, là, tu parlais finalement d'image et de représentation, et chose qui, toi, ne passe pas par le regard. Et alors, c'est super, je suis en plein dans ce questionnement cette semaine de l'image, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'image et qu'est-ce que c'est que l'apparence? Est-ce que toi, tu ferais Je suis curieuse de savoir comment tu distingues les deux. Comment tu pourrais définir pour toi ce que c'est l'image ou l'apparence? Ah, ça, c'est de la question. En fait, je sais que je te surprends parce qu'on ne l'avait pas du tout préparé, mais je te connais, Agathe, et je sais que tu vas. J'aime bien être surprise, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que l'image? Mais en fait, c'est une question que je ne me suis jamais posée, si tu veux. Donc, dans l'idée, pour moi, l'image, c'est ce que tu donnes à voir de toi. Et l'apparence, c'est ce que les personnes voient de toi. Tu vois la différence ou pas? Oui, je la vois, moi, très bien. J'adore parce qu'à chaque fois que je pose la question, là, cette semaine, tu sais, dans mes accompagnements, on travaille beaucoup sur ça. Et l'image justement du corps. Question que tu te poses certainement absolument pas, justement. Et ça te Tu rigoles ou quoi? J'ai envie de dire que ça te déleste d'un poids. Non, ça me déleste de rien du tout. Rien du tout. J'aurais bien aimé, en fait, c'était le cas, jusqu'à ce que je prenne énormément de poids après ma licence de musicologie. Ouais. Et en fait, jusqu'à ce que, je vais le dire parce que j'en ai pas honte, et si elle passe par là, elle n'aura qu'à assumer ses propos, jusqu'à ce que ma grande sœur me dise écoute Agathe, heureusement que tu ne te vois pas dans un miroir parce que vraiment t'es moche comme ça. Waouh. Et ça a été ultra violent. Ça a été vraiment d'une violence inouïe pour moi, pour elle aussi. Depuis, on en a discuté. Moi, j'ai bien fait comprendre que si elle me redisait quelque chose comme ça allait mal se passer. Bon, ceci étant, ça m'a permis aussi de voir qu'en fait, je ne m'acceptais pas dans mon corps, ce que je ne pensais pas possible parce que je ne le voyais pas, ce corps. Oui, mais même au toucher, si tu veux, je commençais à ne plus l'accepter, je commençais à plus rentrer dans du 44. Et c'était pour moi impensable parce que voilà, dans ma famille, il y a un peu ce truc de ouais, on fait du 38, c'est cool, tu vois. Et puis surtout, j'avais plus envie de faire l'amour, quoi. Ah oui. Clairement, tu vois. Clairement. Et j'ai même des personnes qui m'ont dit, et du coup, je suis désolée pour ce propos extrêmement trash, mais et du coup, quand tu fais des levrettes, ça fait des vagues, tu vois. C'est pas parce que tu es aveugle que tu es privé du regard des autres, en fait. Et de l'apparence que renvoie ton corps pour les autres. Et donc, du coup, si, je suis très, très à cheval. J'ai du mal à me détacher, comme beaucoup de cette image corporelle. Et là, tu vois, ça fait 1 an que j'ai déménagé. J'ai vécu énormément de choses cette dernière année, autant positives que négatives.
que désagréable, on va dire, plutôt que négative. Et du coup, j'ai quasiment arrêté le sport. Et là, je reprends justement le sport depuis dimanche parce que je ne me supporte plus. Je me sens flasque, je me sens, tu vois. Et c'est vraiment moi, hein, parce que les autres me disent, Maga, t'as pas grossi d'un poil et tout, mais c'est vrai. Mais n'empêche que moi, je me sens pas super bien. Alors, tu vois, c'est étonnant parce que tout ce qui est poil, tout ça, je m'en fous complètement. Je peux être ultra poilue et sortir en short. Ça m'est complètement égal parce que pour moi, c'est un dictat de la société. Par contre, me sentir flasque ou un peu ou mollassonne ou quoi, ou un peu, voilà, ou voir que je reprends un peu de poids, mais ça me dérange comme un voyant en fait. D'accord. Je trouve ça dommage. C'est comme ça, mais c'est hyper riche ce partage et ça va venir nourrir, et ce n'était pas prévu du tout, ça va venir nourrir ce que je propose dans mes accompagnements justement à ces femmes qui ont un tel problème de rapport à leur corps, tu vois, et de se dire qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement induit par le regard des autres. Manifestement, ton regard sur toi-même, à l'intérieur, il a la je même... pense que notre regard sur nous-mêmes, c'est le regard le plus jugeant qu'on puisse avoir, au-delà du regard. Moi, je sais que je me juge bien plus, et des fois, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais Agathe, calme-toi. Enfin, personne ne va te juger comme ça à part toi, c'est pas possible. Wow. Il est très jugeant, en fait, le regard sur soi. Ouais. Waouh. Alors, tu viens de nous raconter que, enfin, tu l'as évoqué, qu'il y avait énormément de choses qui avaient bougé cette année. Et puis, l'enjeu un petit peu de ce podcast, c'était ça, de faire un avant et maintenant. Alors, qu'est-ce qui a bougé? Dans quel ordre tu veux aborder les choses? Est-ce que tu veux le faire de manière chronologique ou par importance? Enfin, comme tu veux. Écoute, je sais même pas qu'est-ce qui est chronologique à quoi, si tu veux, tellement il y a des choses qui ont bougé, donc on va faire au feeling comme ça vient. Déjà, j'ai changé d'environnement. Oui. Ce qui n'est pas une mince affaire hein, quand tu ne vois pas. Moi, je m'étais dit, ouais, ça va aller, tranquille, Toulouse-Béziers, t'es avec ton chéri et ça va le faire. Oui. Voilà. Donc, je suis à Béziers, je suis dans une maison qui est top, vraiment topissime. Franchement, voilà, tu vois, c'est mon bureau. Je ne peux pas trop te montrer parce que je ne saurais pas comment diriger la caméra, mais clairement, j'ai vraiment un bureau à moi avec tous mes instruments de musique dedans. J'ai mon accordéon, ma batterie, mon piano, et au milieu, mon bureau et un petit canapé si jamais les gens veulent s'asseoir ou dans lequel je fais mes siestes d'un quart d'heure. Voilà. Non, donc j'ai mon bureau, j'ai vraiment mon environnement de travail et ça, c'est quand même très, très chouette. Et puis, on a une belle maison qu'on a pris à deux avec mon chéri. C'est quand même mieux que je suis dans mon appartement et tu viens vivre officieusement dedans, quoi. Oui. Donc, déjà, voilà, ça scelle quelque chose pour nous dans notre couple et c'est quand même super chouette. Et du coup, dans la foulée, on s'est paxé. Wow. Donc, voilà, donc ça, on est quand même super contents. On l'a pas du tout fêté. Tu sais, on a fait vraiment... on est sorti de la mairie, on s'est fait un bisou, on a fait bon, on va manger un croissant. Ouais, allez, voilà. Voilà, donc on s'est paxé, on est super contents. Et ce changement d'environnement, ça a changé énormément de choses parce que ça m'a permis vraiment de faire un point sur qu'est-ce que c'est l'autonomie quand tu es en situation de handicap et qu'est-ce que c'est que l'indépendance. Et clairement, tu vas comprendre pourquoi après, mais j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir m'acheter une maison, moi, dans un lieu qui me convienne mieux, parce que si la maison est top, je me suis rendu compte que l'environnement extérieur à la maison était quelque chose d'hyper important, parce qu'aujourd'hui, je suis autonome, mais je suis complètement dépendante de mon chéri, parce que je suis dans un lieu qui, quand tu as une voiture, est génial, c'est-à-dire que tu as Auchan d'un côté, Leclerc de l'autre, Grand Frais en face, tu as 3 boulangeries, 2 pharmacies, tu as tout. Sauf qu'en fait, à pied, mais absolument tout est inaccessible parce que je suis dans un quartier avec des ronds-points où les gens ils roulent comme des oufs et où j'ai essayé d'aller 3 fois à la boulangerie ou 3 fois j'ai failli me faire écraser. J'ai dit bon, on va peut-être pas tenter une 4e. Ouais, je vois. Voilà. Donc je suis dans un environnement extérieur qui n'est pas du tout, mais alors du tout adapté à mon handicap visuel malheureusement. Voire même hostile, quoi. Voire même hostile, ouais. Et ça, c'est compliqué à gérer pour moi au quotidien parce que je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, je suis quelqu'un qui a besoin de sortir. Et presque le matin, c'est mais attends, mais viens, je fais avec toi chercher du pain, quoi, tu vois. Oui, je comprends. C'est pas intéressant, mais parce que j'ai besoin de sortir. Oui. Voilà. Ouais. J'ai vraiment besoin de sortir. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Il s'est passé pour moi que du coup, quand même, je me suis rapprochée de la mer et que je me suis rendu compte à quel point l'eau et l'énergie de l'eau étaient importantes pour moi, mais vraiment. Et là, notamment, j'ai fait du voilier la semaine dernière, là, ça me l'a confirmé.
c'est inouï comment ça me détend et comment ça me fait du bien. Et en fait, c'est ce qui me fait tenir, tu sais, par rapport à ce déménagement. C'est de me dire, t'as l'eau à côté, t'as la mer à côté, t'inquiète, Agathe, ça va aller. C'est vraiment l'argument phare, tu vois, qui me fait tenir dans cet environnement hostile, c'est, il y a la mer, t'inquiète, tu vois. Et voilà, vraiment, je me suis découvert que la mer était super, super importante pour moi. Après, qu'est-ce qui a bougé? J'ai perdu, ça malheureusement c'est le point très très négatif pour le coup et désagréable de cette année. J'ai perdu une de mes plus grandes sécurités affectives, financières et tout ce que tu veux. En fait, j'ai ma grand-mère qui a rejoint les étoiles en août dernier. Et ça, franchement, ça a été horrible et ça l'est encore. Tu le vois. Voilà, c'est ma petite mamie. J'ai pas de honte à pleurer, c'est pas grave, mais voilà, c'est ma petite mamie. Ça a été très compliqué parce que c'était une deuxième maman pour moi et elle me voyait vraiment pour qui je suis et c'est très difficile de l'avoir perdue, surtout dans ce marasme du déménagement. Tu vois, j'ai déménagé le 12 juin, elle est partie le 5 août. Donc, en fait, en juillet, elle était déjà à l'hôpital, donc elle n'a pas pu du tout même voir où je suis, quoi. Tu vois, et je sais qu'elle est partie avec des inquiétudes. Ouais. Et du coup, bon, je me dis, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, mais voilà, c'est une grosse sécurité. Mais du coup, pour pallier à ça, on s'est dit, bon, bah, on va remettre du bonheur dans nos vies parce que moi, clairement, j'ai passé un été au camping, sous la pluie, dans une tente, où je me suis infecté le pied en tombant en allant à l'enterrement de ma grand-mère. Et où j'ai eu mes règles en camping. Va voir tes règles en camping. Et où en plus on s'est fait virer d'un camping parce qu'ils avaient pris notre place, ils avaient mal réservé pour nous, enfin vraiment, mais des vacances d'été mais horribles. Et là j'ai dit Jean-Noël, ça suffit, viens, on se met du bonheur dans nos vies. Et il m'a dit, et lui il avait envie de prendre un chien, et j'ai dit vas-y, j'appelle, on prend un chien. Et du coup on a pris une petite boule de poil qui est trop mignonne, qui s'appelle Swiley, et qui nous change quand même beaucoup la vie. Bah moi ça me fait vachement de bien d'avoir une petite boule de poil, un petit chien, parce que ça apporte énormément de joie et de bonheur au quotidien et ça te connecte, tu sais. Ça me connecte à mon enfant intérieur en fait. Et je trouve ça incroyable. Quand j'ai besoin de me connecter à mon enfant intérieur, je vais voir mon chien, je lui dis allez, viens faire un câlin. Et de suite c'est inouï comment ça te fait du bien, quoi. Enfin moi ça me fait énormément de bien. J'ai vécu ça il y a 18 mois. J'ai pris un premier chien, Lobo, qui est un husky. Donc, moi, je cours beaucoup, etc. Donc, et puis, en fait, comme c'est des chiens de meute, et bon, je suis chef de meute, mais il en fallait quand même un peu plus. J'ai pris ensuite Chanty, qui est là. Donc, ils ont 1 an d'écart. Et je te confirme que c'est juste fabuleux, quoi. Ils nous sentent d'abord et ils nous ramènent vraiment à nous-mêmes profondément. Et quand tu parles de l'intérieur, c'est vraiment ça. Moi, j'ai 56 ans dans 2 jours. Et quand je joue avec eux, je pense que... T'as 3 ans. Exactement. Et j'ai souvent 3 ans, du coup. C'est ça. Non, mais c'est génial. Et puis, c'est adapté à mon handicap. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, tout est adaptable, quoi. Tu vois, ça m'a fait vraiment réfléchir sur ma pratique. Je me suis dit, tout est vraiment adaptable. Et n'importe qui peut s'adapter à n'importe quelle situation s'il le veut vraiment. Et le chien, il est complètement différent avec Jean-Noël d'avec moi. Avec Jean-Noël, il va arriver, il va lui sauter dessus, il va lui mordiller le bras, il va vouloir jouer avec lui, il va le bousculer, il va lui donner des petits coups de gentils, tu vois, pour jouer, mais des petits coups de patte. Avec moi, pas du tout. Quand il veut me faire comprendre quelque chose, il va me donner un coup de patte délicat. Quand il veut manger, il va me donner un coup de museau. Quand il veut boire, il va me donner un petit coup de patte. Quand il veut sortir, il va s'asseoir devant la porte, il va aboyer pour montrer où il est. Quand il a un bobo ou un truc entre une patte, il va se la lécher jusqu'à ce que je trouve où c'est. Et il va me faire comme ça quand je sais où c'est. Enfin, vraiment, il s'est complètement adapté à mon handicap. C'est incroyable, il a compris. Du coup, c'est un chien pour un golden qui est très bruyant. Les gens me disent, mais c'est fou, les golden, ça dit rien. Votre chien, il fait plein de bruit. Bah oui, en fait, il s'adaptait à moi. Et du coup, même quand il respire, il fait du bruit. Comme ça, je sais tout le temps où il est. Et si je l'appelle et qu'il est en train de jouer, il va respirer plus fort pour me dire, je suis là. Tu vois. C'est incroyable. Franchement, c'est inouï. Et ça m'a donné une leçon de vie sur la déficience visuelle. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est pas que nous, les déficients visuels, qui nous adaptons aux autres, c'est aussi les autres qui s'adaptent à nous, quoi, finalement. Voilà, donc ça a été une leçon de vie incroyable. Et puis, j'ai changé un peu mes accompagnements parentaux, puisque l'an dernier, si tu te souviens, j'accompagnais les parents d'enfants en situation de handicap. Et en fait, je me suis aperçue que tous les parents que j'accompagnais étaient des parents d'enfants déficients visuels. Et quelque part, je m'empêchais d'aller vers ça, tu sais, en me disant, ouais, mais non, mais t'es quand même pas super légitime, c'est pas parce que t'es déficiente visuelle que... Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, enfin merde, Agathe. Et c'est justement après la mort de ma grand-mère, tu sais, je me suis dit, mais merde, ça va, quoi. Putain, fais ce que t'as envie de faire un peu dans la vie, là. T'es là en train de pleurer parce que ta grand-mère, elle est partie. S'il y en a une qui est quand même légitime dans cette voilà, c'est ça.
Mais tu sais, sur le coup, tu te dis, ouais, mais c'est pas que mon expérience qui va faire le truc, tu vois. Alors que je me suis dit, mais en fait, ton rapport avec la déficience intellectuelle, c'est quoi? C'est que tu as fait un stage en CAMS, un centre d'accueil médico-social précoce, mais c'est vachement minime par rapport à ce que toi, tu as pu vivre en tant que déficient visuel depuis que tu es né. Ça fait 25 ans, enfin 26 maintenant que tu es déficiente visuelle. Donc, du coup, voilà, j'ai spécialisé mon accompagnement pour les parents d'enfants déficients visuels. Et en fait, du coup, je m'éclate encore plus dans mon boulot, quoi. Enfin, Oui. vraiment, j'ai accompagné quand même plus de parents que quand on s'était vu la première fois. Et je m'éclate dans les accompagnements parentaux. Là, tu vois, j'en ai 2 aujourd'hui et je suis trop contente. Ça me met une énergie, mais de folie, quoi. Vraiment, c'est le feu. Voilà, c'est vraiment le feu, l'énergie feu pour moi quand je suis avec eux. Et c'est incroyable et j'aime vraiment ça. Voilà. Qu'est-ce qui a changé d'autre dans ma vie? Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Alors, j'avais quand même justement je m'étais posé des questions, donc je voulais te demander l'arrivée du chien. Bon, donc super, tu viens d'évoquer ça, c'est top. Mais alors, du coup, ça n'est pas un chien pour non-voyant, c'est pas un chien d'aveugle, c'est un chien. Ah non, c'est un chien pas guide. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est important parce que souvent, on a cette représentation-là qu'un non-voyant, son chien, soit c'est pas possible, ou enfin, en tout cas, si tu as un chien, c'est qu'il est là pour être guide. Mais non, en fait, toi, c'est ton animal de compagnie, point. Exactement. À la ligne. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est un golden. Donc, si tu veux, les gens, ils sont là. Alors, par contre, c'est pratique dans les bars. Tu sais, quand ils veulent pas, tu dis, ah, mais c'est un chien guide. Et les gens sont, ah, d'accord. Et comme on sait que tu aimes beaucoup aller dans les bars boire du spritz. Exactement, voilà. Donc, du coup, je peux embarquer mon chien. J'adore. Alors, j'avais une autre question. C'était à propos de ton voyage au Canada. Tu as quand même fait ça avec des... c'est ça. J'ai fait ça et au Maroc aussi. À raconter hallucinante sur les sensations que tu as pu avoir et ce que tu as pu découvrir. Ouais. Au Canada et au Maroc. J'ai fait 2 voyages successifs au mois de février et mars. Là. Je suis allée au Canada au départ voir ma sœur. Ma sœur qui vient d'avoir un bébé. Donc, je suis tata aussi. Ça a changé. Je suis tata depuis le 28 mai. Voilà, et donc il attendait son petit cœur et donc je suis allée la voir au Canada et c'est vrai que c'était un voyage extraordinaire, ce froid, cette ambiance de neige, ces Canadiens qui sont tellement différents de nous en fait au niveau de la culture et qui t'accueillent ultra différemment. Ouais, toutes ces odeurs, puis moi je connaissais bien les États-Unis, donc ce mélange entre France et États-Unis, c'est quand même assez inouï, quoi. Enfin, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Bah, si, c'est complètement ça. Et ouais, j'ai vécu des choses incroyables. J'ai fait du chien de traîneau, j'ai fait de la luge dans un truc là, tu sais, fait exprès, là, c'est des luges sur rail, là, mais c'était trop rigolo. Moi, j'adore les sensations fortes. Franchement, je me suis éclatée. Si t'arrives à retrouver cette vidéo, elle est super drôle. Je fais que hurler dedans. Oui, je me souviens très bien. Voilà. Et puis, voilà, j'ai pu toucher plein de choses. On a pu voir le Mont-Royal, on a pu voir le Saint-Laurent, le traverser avec un bateau qui, du coup, devait pousser la glace. C'était des bruits, des odeurs, des sensations incroyables. Donc, déjà, j'étais folle. Et puis là, je suis rentrée et je suis partie au Maroc. Alors là, j'ai pleuré de joie, quoi. Franchement, pour la première fois, je me suis sentie à ma place dans un pays. Vraiment, tu vois. C'est-à-dire que j'ai à ma place de moi déjà, et puis après à ma place de femme dans un hammam traditionnel qu'on a fait où on a toutes fini à poil en train de danser sur des you-you avec les meufs qui nous balançaient des seaux d'eau froide dessus. Enfin, vraiment, c'était un truc incroyable. C'était une célébration de la féminité qui était et une célébration du corps et qui m'a fait me dire mais waouh Agathe, ton corps, il est précieux, quoi, tu vois. Enfin, vraiment, justement, ce rapport au corps a été très challengé pendant ce hammam-là et pendant ce voyage. Et au-delà de ça, j'ai été demandée 5 fois en mariage déjà. Bon, c'est quand même super drôle, tu vois. Et t'as tous les gens, ils sont là, ils te tendent la main, venez madame, venez, je vous emmène, je vous accompagne, sans aucun problème, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'hostilité, il y a pas de... Il y en a, il m'a fait rentrer dans c'est pas une mosquée, je sais pas comment ça s'appelle, mais un endroit pour prier que pour les femmes qui sont normalement de confession musulmane. Oui. Et il m'a dit, mais toi, tu peux rentrer parce que tu es aveugle et tu vois avec le cœur, donc je sais que quelque part, Allah, il est là. Il m'a fait rentrer et c'était incroyable. Enfin, franchement, j'en pleurais, quoi. J'étais là à boire de l'eau dans la fontaine des miracles. J'étais sous le choc, quoi. Tu vois, j'étais là, mais c'est incroyable ce que tu es en train de vivre là. Ouais. Et puis là, au niveau des odeurs, au niveau des sensations, du goût, de tout, mais c'est inouï. J'ai mangé des noix, j'ai jamais mangé des aussi bonnes noix et des aussi bonnes courgettes de ma vie. C'est au-delà du thé à la menthe et des gâteaux arabes, quoi. Tu vois, c'est vraiment ces odeurs, ce souk.
moi, j'aurais passé des heures et des heures dans le souk. Dès qu'il y avait quelqu'un qui allait au souk, je suis avec toi. Vraiment, quoi. Et puis, j'ai voulu ramener un bout de Maroc à la maison. Donc, je me suis ramené une robe, je me suis ramené une théière alors que j'avais pas un rond. Je me suis fait avancer des trucs par tout le monde. J'ai dit, mais s'il vous plaît, j'ai besoin de ramener du Maroc à la maison. Donc, du coup, les gens, ils m'ont avancé des trucs et tout. Mais franchement, c'était une expérience, mais incroyable. La revivre 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Ah ouais, c'était fou. C'était fou. J'ai dit à Jean-Noël, je suis rentrée, j'ai dit, écoute, on va aller vivre au Maroc. Il me fait, non, pas de suite. Ouais, et puis la bouffe aussi, j'imagine. Tu as dû en prendre Ouais. une papille. Bah oui, bien sûr. Ah ouais. J'allais dire, j'en ai pris plein la vue, tu vois, mais c'est vraiment ça, clairement. Et puis d'une gentillesse, quoi. Les Marocains, franchement, c'est incroyable. Ils sont là, ils te tendent la main vraiment au sens propre, tu vois. Ouais, c'est ouais. pas genre juste te dis, ouais, je te tends la main, tu vois, alors qu'en fait, il n'y a rien, c'est je te tends vraiment la main, quoi. Ouais. Ah, mais super, j'avais pas suivi ça parce que je suis beaucoup toutes tes élucubrations dans tous les sens. C'est toujours riche et frais, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même quand tu parles de sujets graves, je prends une bouffée d'oxygène. Et encore une fois, je peux le redire, je ne te connaissais pas, Agathe. Moi, je t'ai découvert oui, c'est vrai, hein. grâce à Cannes, mais parce que tu faisais partie du réseau des extraordinaires et tu es vraiment quelqu'un d'atypique, d'extraordinaire, il n'y a pas de doute, tu étais à ta place. Mais moi, voilà, il n'y avait pas eu de connexion. Et sincèrement, c'est toujours très, très riche pour moi de t'entendre, vraiment. Écoute, tant mieux, ça me fait plaisir d'être riche de plein de choses. Ouais. Voilà, Et du coup, j'avais souvenir, encore une fois, il y a quelque chose qui a été validé, que peut-être tu intégrerais de la musique dans tes accompagnements. T'en es où de ce projet? Est-ce que... Pour l'instant, j'en suis que j'ai repris le chant avec une personne que j'ai croisée par hasard dans un théâtre. Je suis allée voir une copine à moi qui jouait par hasard dans un théâtre à côté de Béziers, parce qu'elle vit à Paris, donc vraiment rien à voir. Et en fait, je lui ai raconté mon histoire et il m'a dit, mais je suis sûre que tu as une voix incroyable. Jeudi, je viens chez toi et on chante. Moi, je lui ai dit, bon, s'il y a un truc qui arrive comme ça, c'est pas du hasard, donc on va pas dire non. J'ai dit oui. Et du coup, déjà, j'ai repris un peu le chant avec lui et ça m'a fait vachement de bien. Donc, ça m'a donné vraiment envie de reprendre le chant. Donc là, j'ai décidé de m'inscrire le 22 au conservatoire de Béziers parce qu'ils ont un chœur d'adultes là-bas. Et tu t'inscris à partir du 22, donc j'ai décidé d'aller m'y inscrire. Je vais le faire pour moi. Et déjà, je pense que de reprendre le chant, ça va me permettre de reprendre la musique petit à petit, chose que je n'ai toujours pas, et c'est pas grave, mais que j'ai pas encore réussi à faire, à reprendre dans ma vie, parce qu'à chaque fois, c'est un peu comme avec mon corps, je suis très exigeante avec moi, tu vois, j'ai du mal à me détacher de ce côté. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais j'étais tellement performante en chant, à force d'en faire 10 heures par jour, par semaine, voire 20 heures des fois, que du coup, maintenant, de m'entendre chanter, de voir la non-performance, et ben, j'ai mon parent intérieur qui est là, qui dit non, Agathe, en fait, ça va pas du tout là ce que tu fais. Et du coup, j'ai du mal à reprendre, tu vois, à retrouver du plaisir, vraiment en faisant de la musique. Et pourtant, ça me manque, mais de manière. Et là, ça se multiplie de manière exponentielle. Donc, je vais finir par reprendre. Mais voilà, j'essaie de chaque jour de dire à mon parent intérieur que c'est pas un problème, qu'on chante aussi pour se faire plaisir, qu'on chante pour se faire du bien, et qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps performant, mais c'est difficile. Mais je comprends très très bien ce que tu veux dire, puisque comme je te disais, je suis violoncelliste et que je joue très peu parce que manque de temps, voilà. Et puis surtout parce que beaucoup de centres d'intérêt qui divergent complètement de ça. Donc, mais alors par contre, moi je joue vraiment par plaisir maintenant. Tu vois, il y a quelques semaines, on m'a demandé d'intervenir dans un événement en jouant une suite de Bach ou du Bach. Est-ce que tu veux venir le faire? Oui. Et en fait, j'ai sorti mon violoncelle 3 fois dans la semaine. Et puis j'y suis allée comme ça. Et puis j'ai pris ce que je sais faire. Parce que voilà, tu vois. Avec la chose que j'ai du mal encore et que j'aimerais, tu vois, arriver à faire, tu vois, mais que j'ai vraiment du mal à faire encore aujourd'hui. Il me semble avoir ça aussi vu et entendu une vidéo que tu as postée il n'y a pas longtemps avec un ensemble incroyable de violoncelles. Je faisais beaucoup avec mes élèves et où tu chantes là. Donc Ouais. Alors en fait, c'est une vidéo, bon, je l'ai offerte en cadeau sur Instagram parce que c'est aussi pour moi ancré dans la matière que je chante et que j'ai envie de m'y remettre. Et donc, en fait, c'est mon ami Lilian qui est violoncelliste, Lilian Farier, qui a arrangé ce morceau qui est à la base un hit de Brahms.
assez inouïe. Et du coup, il n'a rien à voir au violoncelle. D'habitude, normalement, il est au piano. Il a vachement moins de caractère, je trouve, au piano que comme ça, arrangé pour l'ensemble de violoncelle. Lui-même, il est prof de violoncelle aussi. Voilà. Et du coup, il a arrangé ça. Et c'est lui qui m'avait dit, mais c'était en 2020, tu vois. Il m'avait dit, Agathe, viens chanter avec nous. Et j'avais accepté. Et c'est vrai que ça m'avait fait vachement de bien. En fait, ça m'avait fait vachement de bien. Et je suis retombée sur cette vidéo la dernière fois. Et je me suis dit, waouh, mais c'est vrai que tu as fait ça. Et presque, tu sais, presque, j'avais sorti de ma tête. Ah oui. Presque, j'avais oublié, tu sais, que j'avais fait ça. Et je m'étais dit, mais c'est vrai que tu as fait ça. Et c'était vachement bien en plus. Et pourtant, là, tu chantais déjà pas depuis 2016, quoi. Donc, on était en 2020. Ça faisait 4 ans que tu chantais pas. Et tu avais réussi. Et en fait, comme j'ai été embarquée dans ce projet, et par mon meilleur ami qui me fait toujours faire ce qu'il a envie, tu vois, parce qu'il est trop fort et qu'à chaque fois, il arrive à m'embarquer dans ces trucs, et ben, je m'étais dit, bah, en fait, revis des trucs comme ça, quoi, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, réinscris-toi à la chorale du conservatoire. Pour un peu, ils vont voir que tu as quand même une voix sympa. Et pour un peu, tu demanderas à faire un solo ou quoi, et tu vas reprendre petit à petit, tu vois. Oui. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de reprendre. Ouais. Ah ouais. Oui, je pense que c'est super important. Là, la connexion au corps, elle est évidente aussi avec la voix. Et puis, clair. Au corps et donc à l'ancrage. Et puis, Ouais. toi, dont je sais que la spiritualité, elle se parle beaucoup par la voix. C'est super important de chanter. C'est très, très… Et la musique est très présente dans ma spiritualité. Et le chant, moi, quand je chante, je prie, hein, clairement, même si je ne le voudrais pas. Même si je ne le voulais pas à l'époque, quand je chantais, je me suis rendu compte que je priais, tu vois, même sans en avoir conscience. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important pour moi, c'est clair. Ouais. Bon, super. Eh bien, alors, on en arrive à une autre nouveauté, changement incroyable. C'est cette chaîne YouTube. Ah ouais, attends, il n'y a qu'une vidéo dessus pour l'instant. Il faut que j'arrive à passer toutes mes vidéos en horizontal là, pour les mettre dessus parce que moi, je ne savais pas, tu vois, qu'il fallait un autre format vidéo, etc. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Et ouais, du coup, je crée ma chaîne YouTube parce que je me suis rendu compte que je faisais des vidéos qui avaient vachement de valeur pour les personnes qui les regardaient. Mais qu'en fait, évidemment, sur YouTube et sur Facebook, elles ont une durée de vie, hein, quand même. Alors que sur YouTube, il n'y a pas vraiment de durée de vie. Et en fait, c'est Can, du coup, le coach qui moi en tout cas m'a permis de démarrer, qu'on a en commun toutes les deux, qui m'a fait un feedback, qui m'a fait, mais Agathe, pourquoi tu mets pas tes vidéos sur YouTube? Je me suis dit, allez, c'est le moment. Tu vois, genre, vraiment, je me suis dit, ça faisait 1 an que ça me trottait dans la tête, je me suis dit, allez, la Agathe, it's the time, tu vois. Et du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube, une bannière toute pourrie en attendant, et je dis, vas-y, c'est bon, on fait sa chaîne YouTube et on démarre. Et maintenant, on se lance, qu'on arrête de procrastiner, de dire qu'on le fera plus tard, on s'y met. Bien sûr, d'autant que tu vas pouvoir mettre tout ce que tu avais déjà produit et il y a une matière énormément de valeur, c'est fabuleux. Et puis, il y a tout ce que tu produis sans cesse. C'est ça. Ouais, là, je me suis lancée. Alors, hier, j'en ai pas fait parce que je n'étais pas émotionnellement au top. J'étais même très, très bas. Et du coup, hier, je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais en faire 2 aujourd'hui. C'est pas grave. Je me suis lancée dans un challenge de 30 jours de vidéo. Ouais. Et c'est trop intéressant. En fait, si tu veux, je commence à m'ennuyer sur les réseaux sociaux. Clairement, je commençais à me faire chier. J'en avais marre de poster des posts avec des trucs écrits. Je ne savais plus quoi écrire. Ouais. Et je me suis dit, t'en as marre d'écrire, fais autre chose. Et du coup, je me suis lancée ce challenge vidéo et ça m'a fait vachement de bien. Ça a refait parler un peu sur mes réseaux, ça m'a amené de nouvelles personnes aussi. Et voilà, ben, tu vois, ça nous a permis de faire cette interview aussi. Oui. Et franchement, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. Ah oui, oui, j'avais fait ça l'année dernière sans que ce soit un challenge où il y a 2 ans. J'en postais une par jour. Et en fait, quand j'ai arrêté de le faire, les gens m'ont dit tout de suite « Ah, c'est trop dommage, on adorait tes vidéos. » En plus, elles étaient courtes, tu vois, parce que tous les jours, tu ne peux pas produire une demi-heure. Bah oui. On dégustait ça, tu vois, comme un petit gâteau, justement. Ouais. Et oui, c'est super. C'est très vivant. Et puis, alors, tu fais des vidéos très drôles, en plus. Je trouve qu'à chaque… Bah ouais, faut bien que je m'amuse. Après mon spritz, tu vois, je sais qu'est-ce que je fais comme vidéo. Oh bah écoute, on va dire qu'on va boire des spritz. Mais en plus, j'avais un sacré coup dans le nez. Je disais, putain, faut pas que ça se voit trop quand même. Un petit peu, mais pas trop, tu vois. Et puis bon, au bout d'un verre, je suis Et Jean-Noël, il était mort de rire parce que c'est lui qui me filmait. Il me fait, mais si j'avais filmé tes pieds, ils auraient vu que tu marchais pas droit. J'étais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que tu filmes ma tête. C'est trop, trop drôle. Je crois qu'on l'entend un peu sur la vidéo. Mais bien sûr. T'es un sacré acolyte. Mais c'est pas grave, c'est la vie aussi, tu vois. Je me suis dit, au bout d'un moment, tu peux pas toujours te cacher derrière ton bureau et ta toile de fond là qui était à ta mamie. Tu peux pas te cacher derrière tout ça tout le temps. Au bout d'un moment, c'est vrai, tu vis quoi. Et les gens, c'est ça qu'ils ont envie de voir. Ils ont envie de voir que tu vis. Ah, bien sûr. Et que, comme tout le monde, eh ben, tu vas dans un bar, et comme tout le monde, tu te bourres la gueule. Ça change pas. C'est pas parce que tu es aveugle que tu te bourres pas la gueule. Voilà.
J'aurais dû faire ça comme vidéo, mais j'ai pas encore osé, tu vois. Je le ferai. On peut sélectionner ce petit passage-là, hein, si tu veux. Non, c'est génial. Et alors, du coup, elle s'appelle comment cette chaîne? Alors, en fait, si tu veux, je suis en train de créer mon site internet. Ouais. Et là, tu es en exclu hein, parce qu'il n'est pas encore sorti. Enfin, en fait, il existe, mais il n'y a rien dessus. Mais j'ai créé mon site internet et je suis en train de créer même une vraie identité visuelle avec un logo, une charte graphique et tout, chose que j'avais envie de faire depuis un moment. Et du coup, ça s'appelle Ma Vue en Rose. Et ma chaîne YouTube, du coup, porte le nom de mon site internet et de mon podcast qui est en train d'être créé aussi. Ouais. Et tout va s'appeler Ma Vue en Rose. Alors pourquoi? Parce que déjà, j'ai toujours adoré le rose. Ouais. Parce que j'ai une amorose congénitale de l'hébert. Ouais. Voilà. Et parce que pour moi, le rose, c'est aussi l'enfance. Bon, c'est plus la fille, mais c'est aussi l'enfance, quoi. Tu vois, le rose bonbon, le rose machin, etc. Ouais. Et en fait, ça m'a vachement parlé. Et puis, Ma Vie en Rose aussi, Oui, j'adore. bien sûr. Voilà. Edith Piaf et compagnie. Et du coup, quand on m'a suggéré ce nom, c'est une maman qui m'a suggéré ce nom qui, j'espère, me rejoindra dans mes accompagnements parentaux. Elle est en train de se former pour, en tout cas. Elle a 2 filles qui ont aussi une amoureuse congénitale de l'hébert. Et elle me dit Ma Vue en Rose. J'ai dit mais grave. Et voilà. Et du coup, je l'ai pris. Et donc, c'est le nom de ma chaîne YouTube, Ma Vue en Rose, qui sera le nom de mon site, le nom de mon podcast. Voilà. Ah, super. Ça me correspond bien mieux que ce que j'avais mis au départ. J'avais mis Qui je suis, qui m'allait bien au départ quand j'accompagnais toute personne en situation de handicap. Parce que je suis un enfant avant d'être en situation de handicap. Et puis en fait, je me dis, il faut qu'il y ait le mot vue quelque part. Parce que si tu veux qu'on te retrouve sur Google aussi, enfant qui parle à vue, tu vois, hop, ma vue. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut un nom avec ça. En fait, il faut ancrer aussi que vraiment, c'est que pour les déficients visuels aujourd'hui. Ouais, voilà. Et donc, c'est pour ça que je change mon nom un peu partout. D'accord, ok. Super, voilà. Super clair. J'y vois plus clair. Tu vois plus clair, bah, tant mieux, pas moi. Bon, super. Est-ce que tu veux nous partager une dernière chose? Agathe, il faut absolument que tu nous, au moins, que tu nous partages soit une œuvre musicale, soit quelque chose comme la dernière fois. Je t'avais dit que je mettrais le Vivaldi et en fait, j'ai jamais réussi parce que je suis une quiche en technique, donc j'ai jamais réussi à le mettre sur notre podcast. C'est pas grave. Mais là, qu'est-ce que tu pourrais nous partager ou que tu aurais découvert cette année ou un bouquin ou je ne sais pas ou... Qu'est-ce que j'ai découvert cette année? Cette année, j'ai découvert le Comme Jesu Comme de Bach, qui est une œuvre incroyable pour chœur. Et en fait, il faut l'écouter avec un casque, cette œuvre, vraiment, parce qu'il y a 2 chœurs qui se répondent et c'est complètement inouï. En ce moment, j'écoute ça en boucle. Et puis, j'ai découvert un truc. Alors, tout le monde se fout de moi quand j'écoute ça, mais c'est pas grave, moi j'adore, c'est pas de la musique sacrée. C'est le concerto pour une voix de Gabriel Saint-Preux. Et alors, tout le monde se fout de moi. Ils me disent, Agathe, c'est ultra ringard. Mais moi, j'adore. Mais moi, j'adore. Mais ça n'est pas dommage. Mais oui, et moi, du coup, j'ai envie de le chanter. Je me dis, mais putain, Agathe, faut que tu le chantes, quoi. C'est incroyable. C'est super beau. Mais c'est super beau. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est mes deux œuvres du moment, Comme Jesu Comme et le concerto pour une voix de Saint-Preux. Mais c'est incroyable que tu partages ça, parce que alors c'est le genre de truc, tu sais, c'est comme le générique de Folon et des choses comme ça, que de temps en temps, je vais chercher sur YouTube, je le mets en boucle ici, et au bout d'un moment, mon mari me dit hey, stop. J'adore. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est super drôle qu'on me chante Bamba. C'est super marrant. En plus, moi, j'aime trop. Je me dis, mais c'est une technique de chanter comme ça. Exactement. C'est super beau. Ça. Ah, très bien. Voilà. Donc, voilà, Saint-Preux et Comme Jesu Comme. Sinon, moi, le livre qui m'a fait beaucoup de bien, c'est Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Oui. Et notamment pour quelque chose dont je vais en parler très brièvement là, ici, parce que, et notamment s'il y a des parents d'enfants DV qui m'écoutent, c'est pas pour faire peur, mais c'est que c'est une réalité. Tu vois, tu parles beaucoup du corps. Et moi, j'avais ce partage, tu n'es pas au courant du tout, c'est complètement impromptu ce que je vais te dire, mais j'ai envie quand même de le partager ici, dans cet espace où on parle énormément du corps. Et où je vais te parler très vite fait du corps du déficient visuel qui est mal perçu, qui est mal traité, qui est malvenu. Figure-toi que la dernière chose que je t'ai pas dit de cette année, c'est qu'avec mon amoureux, on a décidé d'avoir un enfant. Oui. Et qu'en fait, on s'est retrouvés heurtés à des choses, Solange, que tu n'imagines même pas. C'est-à-dire que hier encore, j'étais en colère à cause de ça.
parce qu'on me dit que mon corps ne produit pas assez, mon corps n'est pas assez. Si tu veux, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. Et en fait, je ne produis pas assez. J'ai beaucoup de follicules, mais j'ai mon corps qui est en incapacité aujourd'hui, pour l'instant, de produire, de faire sortir un ovule. Donc en fait, j'ai plein de follicules, mais je n'ovule pas. Mais pour en arriver à cette conclusion-là, ça fait 1 an qu'on trinque avec mon compagnon. Et pour te donner un ordre d'idée, le 29 juin dernier, je suis allée me faire enlever mon stérilet chez une gynéco et qui a décidé que, comme j'étais aveugle, j'avais aucun droit de faire ce que je voulais de mon corps et que donc je n'avais aucun droit de devenir mère et que c'était complètement une hérésie. Et donc je me suis fait insulter chez la gynéco, par la gynéco elle-même, en me disant « Mais enfin, Agathe, vous voulez un enfant, vous vous rendez même pas compte de ce que ça veut dire avoir un enfant. En plus, vous avez vu ce que vous allez faire vivre à votre compagnon, un enfer. Et puis si vous avez un enfant handicapé comme vous, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis de toute façon, vous avez trop d'ovules, donc vous n'arriverez pas à avoir d'enfant. Donc on va vous laisser galérer pendant 1 an ou 2. Et puis comme ça, on fera une fécondation in vitro et on triera les gènes pour être sûr qu'ils n'ont pas votre maladie parce que vraiment c'est grave. » Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est si. ce monde ? Voilà, et je me suis retrouvée, si tu veux, avec un spéculum rentré, on ne le dit pas, un stérilet enlevé, alors qu'elle m'avait dit je ne vous l'enlèverai pas de toute façon, qu'elle m'enlève sans me prévenir et qu'elle me colle dans la main en me disant voilà ce qui vous protégez. Plein de matière utérine et tout, hein. J'ai rien contre ma matière utérine, mais enfin bon, quand même, j'aimerais bien être prévenue, quoi, tu vois. Et puis elle te l'enlève, le spéculum, sans prévenir toujours, donc je te laisse imaginer l'état du vagin, hein. Et puis elle te prend le truc de l'écho pelvienne qu'elle te met dedans, sans prévenir, elle te sort ça, que de toute façon tu vas faire une fécondation in vitro, que tu n'arriveras jamais à avoir des enfants, elle te l'enlève et puis te fait bon, je vous donne quand même de l'acide folique, je sais que vous êtes tarés, mais peut-être que c'est au moins vous écouterez, allez, ciao. Et là, franchement, je me dis que ton accompagnement sur le corps, Solange, il est mondial, en fait. C'est au-delà de tout ce qu'on peut entendre, c'est au-delà de tout ce qu'on peut vivre. Parce que quand tu as la moindre différence, physique ou humaine ou tout ce que tu veux, eh ben, ton corps, il est considéré comme ne t'appartenant pas. Moi, ma conclusion, c'est que pour cette dame, mon corps ne m'appartient pas. Bien sûr. Mon corps lui appartient parce que c'est elle qui sait ce qui est bon pour moi, tu vois, dans sa vie à elle. Et donc, du coup, on s'est retrouvés dans une situation où, effectivement, je n'avais plus de stérilet, mais avec, du coup, moi, dans ma tête, quelque part, la certitude que, de toute façon, je n'arriverai pas à avoir d'enfant. Et c'est vrai, pour l'instant, mon corps qui n'ovule pas et qui, je pense, vu les signaux qu'elle m'a décrits quand tu ovules, qui n'a pas ovulé depuis 1 an, effectivement. C'est une forte probabilité. Oui. Et si tu veux, moi, là, on parle de clomide, on parle de médicaments, on parle de trucs. Je suis là, mais les gars, moi, je vais d'abord essayer de faire des choses alternatives, de me soigner psychologiquement face à ces choses-là que j'ai pu vivre. Parce que je pense que au-delà, si tu veux, des hormones, des ovaires polykystiques, il y a ça. Et de suite, ils sont là dans le non, mais ça ovule pas, donc il faut vous faire ovuler. Bah, je pense que ça passe pas que par le physique et les médicaments, quoi. Bien sûr. Et voilà, je te partage ça parce que hier, j'étais très, très en colère face à ça, face à ce qu'on me dise que mon corps ne fait encore pas assez. Déjà, il ne me voit pas, alors que pour moi, il voit. Et maintenant, il n'ovule pas et puis il ne produit pas assez de globules rouges. Si tu veux, j'en ai assez qu'on nous dise que notre corps, il n'est pas assez. Et moi, dans ce podcast, j'aimerais vraiment vous dire à toutes et à tous, n'importe qui que vous soyez, et toi aussi en face de moi, que nos corps, ils sont assez et ils sont ce qu'ils sont. Et ça suffit qu'on nous dise que nos corps, ils ne sont pas assez ci, que nos corps, ils ne sont pas assez ça. Nos corps, ils sont ce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et merde, quoi, si nous-mêmes, on ne croit pas en nous, il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est la preuve, même les plus grands médecins, les plus grands trucs, ils te disent, mais votre corps, il n'est pas assez. Mais notre corps, il est ce qu'il est et c'est tout. Oui. Et je suis désolée, je me mets en colère, mais vraiment, mais ça m'agace, cette espèce on te dit quoi ? On te dit quelque chose et du coup, ben, ton corps, il le fait. Évidemment, si ton corps, il te dit, si tu dis à ton corps, t'es pas assez, t'ovules pas, ben, mon corps, il va pas ovuler. Mais bien sûr. C'est certain. Je te remercie, Agathe. C'est hyper important que tu déposes ça là. Hier, j'ai posté l'entretien que j'ai eu avec Élodie Gobin, que j'ai aussi rencontré dans Les Extraordinaires. Et elle évoque le fait qu'elle a pu, à la suite de l'accompagnement, justement, accueillir l'arrivée d'un enfant. Elle était en phase justement d'insémination, etc. Et je ne l'ai pas partagé ça dans l'entretien, puisque j'ai réduit complètement ce qu'elle avait dit, sinon c'était très très long. Mais elle partageait ça, que c'est le seul mois où elle n'est pas allée se faire inséminer que sa petite fille a décidé de venir. Ouais. Et elle a pu porter un enfant simplement parce que, on fait des tas de choses dans l'accompagnement, mais d'abord, on est parti du principe qu'il fallait qu'elle s'accorde du temps et qu'elle accepte ce qu'elle était là, dans l'état où elle était, et qu'elle puisse prendre du temps pour elle, parce que
En fait, on est tous parfaits dans ce qu'on est maintenant. Ce qui s'est engrammé en nous, c'est nos expériences. Notre corps, il est parfait à ce moment-là parce qu'il est juste le reflet de nos expériences. Mais si on vit des expériences traumatisantes comme celles que tu as vécues, bien sûr, tu as encore engrammé des trucs qui viennent à l'encontre de ce qui est naturel. Et naturellement, tu es faite pour porter des enfants, tu es faite pour les accueillir quand ils décideront de venir aussi. Et en fait, on vient nous mettre une espèce de pression. Et moi, je peux en parler tellement librement parce que j'ai eu la chance de pouvoir accueillir 4 enfants qui sont nés en bonne santé, avec des grossesses que je souhaite à tout le monde, où je continue à faire du sport, à monter sur des échelles, à courir, à n'importe quoi et tout, et à être... et ils sont les plus belles des personnes du monde. Mais en vivant des choses, alors beaucoup moins traumatisantes, mais quand j'ai voulu faire mes enfants à la maison, on m'a dit, non mais ma petite, vous croyez qu'on va mettre une ambulance en bas de chez vous? Vous rigolez ou quoi? Et donc, premier accouchement, j'arrive à la polyclinique, on me met dans une chambre et on me dit, ça ne va pas pouvoir passer, donc on va attendre un petit peu. Ça ne pouvait tellement pas passer qu'1h20 après, elle était là, si tu veux. Parce que moi, je n'ai pas de question qu'on me vienne me chercher mon enfant, quoi, tu vois. Bien sûr. Et des expériences autour de ça et autour d'une maternité qu'on voudrait rentrer dans des cases. J'en ai beaucoup à raconter, beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a ce qui vient de se passer là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire immonde. C'est horrible. Je ne comprends même pas ce qui... Alors, on n'a pas toute l'information. On sait qu'on a enlevé 2 enfants dans un foyer où le couple avait décidé, en conscience, d'accueillir l'enfant à la maison. Mais on a toutes dans nos entourages des personnes comme ça qui ont mis au monde des enfants chez elles. Et pourquoi on leur a enlevé leurs 2 enfants? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est aberrant. C'est aberrant. Sous prétexte de leur venir en aide parce que les parents ne sont pas aptes. Mais on leur vient en aide de quoi? On est en train de les traumatiser. On est en train de les... On marche sur la tête. On est dans un monde où on marche... on est dans un monde où on marche à l'envers. Et où, sous prétexte d'avoir des professionnels de santé, et je n'ai rien contre la médecine allopathique, il y a des choses qui sont vraiment hyper importantes de pouvoir... Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se prendre pour des apprentis sorciers et puis de venir impacter l'humain dans ce qu'il y a de plus naturel. On est là pour vivre des expériences. Donc oui, je comprends que tu puisses être en colère et parle-en. Au contraire, ne t'excuse pas de te mettre en colère avec ces termes-là. C'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, tu vois, Jean-Noël, hier, il me dit, Magathe, t'es triste parce que tu n'ovules pas, t'es triste parce que tu dois avoir plus vite les médicaments. Je lui dis non, c'est l'inverse. Je suis triste parce que là, on me dit, Agathe, tu vas être sous médicaments et que moi, j'ai juste pas envie de faire vivre ça à mon corps, quoi. Bien sûr. Et je sais pas comment aider mon corps aujourd'hui à vivre les choses autrement. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai aucune envie de prendre des hormones. En plus, j'ai des cancers du sein de toutes parts dans ma famille. Enfin, je veux dire, si je prends des hormones pour avoir un cancer après, c'est quoi l'idée, quoi, tu vois? Alors oui, mon médecin, il me dit, oui, mais de toute façon, si vous avez un cancer, vous l'aurez de toute façon. Je lui dis, oui, d'accord, mais c'est peut-être pas obligé de le précipiter non plus, quoi, tu vois? Non, mais en plus, c'est quand même... Oh là 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 là. Non, mais pas vraiment, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Et il me dit, renseignez-vous si les cancers sont hormonodépendants. Je lui dis, mais j'ai même pas envie de me renseigner. Putain, ma grand-mère, elle est morte il y a moins d'1 an de son cancer. J'ai aucune envie de me remettre dans ses papiers de santé, quoi. Non, mais puis alors, c'est aberrant. Attendez, préparez votre cancer. Préparez votre cancer, en fait. Non, ouais, c'est un truc de fou, quoi. Tu te retrouves, mais j'ai aucune envie de prendre ces conneries. Pour moi, là, aujourd'hui, c'est des conneries de prendre des médicaments comme ça. Mon corps, il est capable. Mais voilà, je vais trouver les moyens de l'aider autrement, hein, mais ça me fout en run, quoi. De suite, ok, vous n'êtes pas capable d'ovuler, ben, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Nous, on a une potion magique, on vous la donne. Ça s'appelle Clomid, vous la prenez 3 jours pendant vos règles et vous allez ovuler. Puis surtout, faites bien l'amour à ce moment-là, hein, c'est très important. Parce que sinon, voilà, vraiment. Comme tu disais, ton corps t'appartient plus, mais là, c'est parce qu'on te vole. On te vole, en fait, même la manière dont toi, tu peux, avec ton cerveau, faire que ton corps fonctionne d'une manière la plus optimale possible. Et je trouve que c'est vraiment dégueulasse. C'est ça. Cette manipulation, elle est infâme. Et pire que tout, j'ai la conviction que la majorité des personnes qui parlent comme ça, de ces professionnels, n'ont même pas la conscience. Non. Ce serait pas cool s'ils en avaient la conscience. Hein, on pourrait dire dans quel état on est, quoi. Mais ils n'en ont même pas la conscience, quoi. Donc c'est vraiment le monde à l'envers.
C'était important que tu partages ça, c'était vraiment super important. Bah, je me suis dit que c'était bien le lieu, quoi. Tu vois, c'est pour ça, hier, quand tu m'as contacté, je me suis dit, le hasard n'existe Ah oui. pas, de toute façon. Donc, Véritablement. je me suis dit, bon, ben, c'est que c'est l'endroit où partager ça aussi, quoi. C'est vrai, c'est important. Tout à fait. Bon, merci Agathe. Ben, je t'en prie, merci à toi. On va donc recommencer ça l'année prochaine. Voilà. Il va encore se passer des tas de choses. Et puis en attendant, mais du coup, je vais poster ça sur la chaîne YouTube, je vais le poster en podcast et puis tu pourras le relayer. Et puis dès que tu vas poster des choses, donc il y a déjà des choses sur ta chaîne? Il y a une seule vidéo où je me présente. D'accord, c'est top. Je vais aller voir ça. C'est top. Ben, je te remercie, Agathe. Avec grand plaisir. Alors, je noterai, comme d'habitude, en description les endroits où on peut te retrouver. Yes. Sur Facebook notamment, où là, tu es quand même très, très active. Voilà, ben, je te fais des grosses bises et puis j'espère que moi, je pourrai te voir un jour et que tu pourras m'entendre en vrai. J'espère aussi, ouais. Ouais, j'espère. On est financièrement avec Jean-Noël là, c'est un vrai challenge aussi. Je ne vais pas parler parce qu'on peut pas parler de tout, mais on est très challengé financièrement. Mais j'aurais voulu faire l'accompagnement. J'étais c'est vraiment que tu fais là, que tu vas faire avec Ciara, Vanessa et tout. Et je pouvais pas cette fois-ci, mais j'espère que la prochaine fois, j'arriverai à pouvoir venir. Il y en aura d'autres, des séminaires, c'est sûr. Et moi, ça m'a donné l'idée, l'envie en fait de proposer quelque chose ici dans ma région avec un cadre très particulier. Et du coup, oui, il y aura d'autres choses. Et qui sait, peut-être que tu pourras intervenir à ce moment-là en tant que thérapeute et que ça pourrait nous faire être l'occasion justement d'accueillir aussi des non-voyants. Tu vois. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, je viens de semer une petite graine. Je vais arroser ça. Bon, je t'embrasse très très fort, Agathe, et je te souhaite à tout bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.